chers élèves, très heureuse de vous expliquer la leçon d'aujourd'hui. Je suis Madame Khouloud Kamel, professeure de français, et je vais vous expliquer aujourd'hui un cours de langue intitulé La subordonnée relative et la subordonnée complétive. Cette leçon-là est destinée aux élèves du tronc commun. Alors, rappelez-vous bien qu'il y a plusieurs subordonnées, mais nous, on va se concentrer juste sur deux types de subordonnées, à savoir la subordonnée complétive et la subordonnée relative. Commençons par la subordonnée complétive. Essayez, chers élèves, de lire ces deux phrases. Bernard a rangé ses affaires qui étaient tombées par terre. Demande à celui qui est devant la porte. Ici, nous sommes devant une proposition subordonnée relative. Voici la proposition subordonnée relative. Si je vous demande une question, si je dis tout simplement « qui était tombé par terre », est-ce que vous allez comprendre le sens de la phrase? Bien évidemment, non. De ce fait, on a appelé cette proposition subordonnée, car elle est toujours dépendante d'une autre proposition qui s'appelle la proposition principale. Revenons au sens de toute la phrase. Bernard a rangé ses affaires qui étaient tombées par terre. Alors, cette subordonnée vient pour nous donner des informations sur un nom, qui est ses affaires. La même chose pour la deuxième phrase. On ne peut pas dire qui est devant la porte tout simplement sans avoir une proposition principale. Ici, demande à celui qui est devant la porte, c'est-à-dire on précise la personne à laquelle on doit parler. Donc, à retenir à partir de ces deux phrases, que dans ces deux exemples, la proposition subordonnée relative rapporte des informations sur un nom ou encore un pronom. On peut dire encore que c'est une expansion du nom. Regardez bien les deux exemples suivants. C'est un homme malin. On peut dire c'est un homme malin, comme on peut dire c'est un homme qui est malin. On a rendu cette phrase une subordonnée relative. Ça veut dire qu'on a changé un adjectif en un subordonné, en une phrase qui est subordonnée relative, pardon. Pour la deuxième phrase, les fraises qui sont bien mûres vont faire une bonne confiture. Remarquez ici que la subordonnée relative est placée entre deux virgules. Si je vous dis « les fraises vont faire une bonne confiture », est-ce que ça a perdu le sens? Bien évidemment, non. Cela veut dire que la subordonnée relative peut être supprimée carrément de la phrase sans impacter le sens de toute la phrase. Les fraises vont faire une bonne confiture. Ça y est, on a supprimé la subordonnée relative, mais on n'a pas une influence sur le sens. À retenir, la proposition subordonnée relative peut remplacer un adjectif qualificatif, comme le premier exemple. Elle peut être également supprimée de la phrase sans changer le sens. Alors, pour introduire la subordonnée relative, il faut utiliser un moyen pour passer ou bien pour coordonner entre les deux phrases. Donc, ce moyen qui est appelé le pronom relatif, il peut être soit simple, soit complexe. Pour le pronom relatif simple, on peut utiliser qui, que, quoi, dont, où, lequel, laquelle, lesquels. Pour le pronom relatif complexe, on a auquel, à laquelle, duquel, desquels, sur lequel, dans lesquels, etc. Alors, à retenir, la proposition subordonnée relative est une expansion du groupe nominal ou dans certains cas d'un pronom appelé antécédent. Elle est toujours introduite par un pronom relatif, soit simple, soit complexe.
Elle peut être supprimée sans changer le sens de la phrase. Passons maintenant à la proposition subordonnée complétive. Alors, remarquez bien cet exemple-là. Le journal annonce que le point de presse est ajourné. On a ici une proposition subordonnée. On a une phrase qui est composée de deux parties. Il y a la proposition principale et il y a la proposition subordonnée qui commence par « que le point de presse est ajourné ». Donc, ici, on remarque que le mot subordonnant est précédé non pas par un nom, mais plutôt par un verbe. Alors ici, on va dire que la subordonnée complétive vient pour compléter le sens de la première phrase ou bien la proposition principale. C'est-à-dire que je ne peux pas dire le journal annonce. Ça n'a aucun sens. Je dois compléter le sens de la phrase. Alors, j'aurai besoin d'une subordonnée appelée la subordonnée complétive. Alors, la proposition subordonnée complétive est placée devant un verbe. Ce verbe peut être soit un verbe de parole, soit un verbe de pensée. Les verbes de parole sont dire, confirmer, affirmer, etc. Les verbes de pensée sont voir, estimer et craindre. Et comme je vous ai dit, chers élèves, c'est qu'elle est nommée complétive car elle complète le sens de la phrase. Ici, à retenir que ce mot-là, c'est un mot qui est simple et vide de sens. Il n'est pas comme le que de la subordonnée relative. Ce n'est pas un pronom relatif, mais c'est un simple mot qui est vide de sens. Passons aux fonctions de la subordonnée complétive. Alors, la subordonnée complétive remplit les mêmes fonctions d'un groupe nominal. Premièrement, elle a une fonction de sujet. Regardez cet exemple. Qu'elle ne soit pas là m'attriste. La phrase qui est soulignée, c'est une subordonnée complétive. Vous remarquez qu'elle est placée à la tête de la phrase, comme le sujet. Alors, qu'elle ne soit pas là m'attriste. Je peux changer cette phrase par un sujet, c'est-à-dire par un groupe nominal sujet. Je peux dire « son absence m'attriste ». Au lieu de dire qu'elle ne soit pas là, je peux dire son absence m'attriste. Et donc ici, on peut déduire que la subordonnée complétive a joué le rôle du sujet puisqu'elle est placée au début de la phrase et puisqu'elle peut être remplacée par un nom, bien un groupe nominal. Ça concerne la première fonction de la subordonnée complétive. Passons à une deuxième fonction qui est la fonction de complément d'objet direct. Alors, observez bien cette phrase. Je sais que tu n'es pas satisfait. Je ne peux pas dire je sais et s'arrêter, mais je dois compléter le sens de la phrase. Et c'est le rôle de la subordonnée complétive. Je sais que tu n'es pas satisfait. Maintenant, le sens est bien clair. Alors ici, il faut répondre à la question « quoi ?» Lorsque je dis « je sais », il faut dire « je sais quoi » pour compléter le sens de la phrase. Donc, la phrase avec laquelle je vais compléter la proposition principale, c'est une subordonnée complétive. Troisième fonction, fonction de complément de nom. Regardez ici, l'idée qu'elle s'attache à son projet la condamne à la mort. Remarquez bien que ici, la phrase subordonnée complétive est placée au milieu d'une autre phrase appelée principale. Attention,
il ne faut pas faire une confusion entre une subordonnée complétive et une subordonnée relative en ce qui concerne la fonction de complément de nom. Car les deux sont précédés par un nom. Mais ici, ce n'est pas un antécédent de cette phrase, mais plutôt c'est le sujet de la phrase principale, c'est-à-dire l'idée la condamne à la mort. Voilà, ce mot n'est pas un antécédent, mais c'est le sujet de la phrase principale. Alors, passons à une autre fonction de la subordonnée complétive. C'est la fonction de complément d'adjectif. Regardez bien cet exemple. Nous sommes contents que tu sois parmi nous. Remarquez bien ici qu'il y a un adjectif. Et la subordonnée complétive vient pour compléter cet adjectif. Fonction d'attribut de sujet. Son rêve est qu'il fasse le tour du monde. Alors ici, on a un verbe attributif. Et je vais vous donner les différents verbes attributifs, autres que le verbe être. Remarquez ici que la subordonnée complétive, elle est toujours placée après le verbe contributif. Voilà. Voici quelques verbes attributifs. Être, paraître, sembler, etc. Alors, il faut bien retenir, ici, on ne peut jamais supprimer la subordonnée complétive. Ce n'est pas le même cas que la subordonnée relative qui peut être supprimée sans toucher le sens. Ici, on ne peut jamais se débarrasser de la subordonnée complétive. Je ne peux jamais dire son rêve est et je ne peux jamais dire qu'il fasse le tour du monde sans dire la proposition ou bien sans passer par la proposition principale. Au niveau de la subordonnée complétive, parfois on utilise un mode indicatif, parfois on utilise un mode subjonctif. Mais toujours il y a cette confusion. Quand est-ce que je dois utiliser l'indicatif et quand est-ce que je dois utiliser le subjonctif? Alors, regardez bien ici un schéma. Les modes utilisés dans la proposition subordonnée complétive sont l'indicatif et le subjonctif. Alors, j'utilise l'indicatif lorsque le verbe introducteur est un verbe de parole. Dire, annoncer, affirmer, déclarer, parler, etc. Mais pour le subjonctif, j'utilise ce mode-là lorsque le verbe est un verbe de sentiment, de souhait, c'est-à-dire je souhaite. C'est quelque chose qui n'est jamais encore réalisé. Et lorsqu'il y a une action qui n'est pas encore réalisée, ou bien dans une situation de souhait de réaliser, je dois utiliser le subjonctif. Donc, pour résumer toute la séance, retenez bien que la subordonnée relative, elle est toujours précédée par un nom ou bien un pronom, alors que la subordonnée complétive, elle est toujours précédée par un verbe. Ce verbe, il peut être soit un verbe de parole, soit un verbe de sentiment. Si c'est un verbe de parole, il faut utiliser le mode indicatif. Si c'est un verbe de sentiment, il faut utiliser le mode subjonctif. Alors maintenant qu'on a tout expliqué, il faut essayer de voir cet exercice-là qui sera une simple application de tout ce qu'on a vu. Alors, qu'est-ce que vous êtes demandé de faire? D'identifier le type de proposition subordonnée dans chaque phrase en précisant la fonction de chaque subordonnée. Alors, à partir de ce qu'on a vu, vous pouvez répondre à ces phrases. Voilà. Regardez la première phrase. Voici les livres qui vont vous servir. C'est une subordonnée, mais vous devez savoir est-ce que c'est une subordonnée relative ou bien c'est une subordonnée complétive. Cherchez le mot subordonnant et regardez ce qui le précède. Deuxième phrase. Qu'il fasse un effort me réjouit. Vous devez chercher la proposition subordonnée et dites
est-ce qu'elle est relative ou bien complétive? Et ensuite, dites quelle est la fonction de cette subordonnée. Troisième, l'important est que je sois en bonne santé. Elle est furieuse que sa candidature soit rejetée. Alors, je vais vous laisser l'occasion pour répondre à cet exercice. Quant à moi, je vais vous souhaiter une bonne chance et à très bientôt.